Il y a 2 ans, Louis Calafert entreprenait donc chez De Noël avec Chemin de Sion, ce journal qui s'attache moins aux détails des jours qu'à l'essentiel de la vie et à l'inexprimable dans ce que nous essayons de dire la plume à la main. Julien Green, qui a publié depuis des années un si beau journal et que Louis Calafert cite, a pu écrire « Il arrive un moment où de grandes brides se forment, par où passe quelque chose qui ne vient pas de moi mais d'un autre, dont j'ai parfois peur, comme d'un moi plus impérieux, plus autoritaire et plus sûr de lui. » Eh bien, pas d'absolu si intransigeant, dans le cas de Calafert, qui a plutôt une âme franciscaine et qui cherche à accepter la souffrance, les crises morales, l'impuissance créatrice, en compensant par l'amour des bêtes, l'amour de la campagne, le dialogue avec les écrivains du passé, leurs trouvailles, qui sont pour l'esprit autant de petites joies. Voici par exemple les perles, et elles sont étonnantes, que Louis Calafert a cueillies au gré de ses lectures. Voici 2 gars disant aux visiteurs importuns, et pour lui, tous ou presque l'étaient, « Je ne vais pas vous emmerder chez vous, ne venez pas m'emmerder chez moi. » Kant, qui pesait ses aliments dont il mangeait chaque jour la même quantité. Travaillant dans son cabinet, Fichte entend du vacarme au dehors et demande à sa servante la raison de ce bruit. Elle lui répond que ce sont les armées de Napoléon qui entrent dans la ville. Fermer la fenêtre, cela n'a aucune importance. Boileau, émasculé par un chirurgien maladroit, sa prudence physique n'avait d'égal que celle de Racine. Celui-ci a-t-il vraiment été bastonné au coin d'une rue? Sébastien Mercier sur Napoléon, un sabre organisé. Le mot de Rivarol, les Anglaises ont 2 bras gauches. Spinoza, vivant plus que modestement, presque pauvre, opticien en chambre, mangeant fort peu le soir un bol de lait avec du pain. Corot, couvé par sa mère à 40 ans passés, le jour où il reçoit la croix, lisant son nom dans le journal, son père croit qu'il s'agit de lui, n'imaginant pas qu'on puisse décorer son fils. « Maintenant que tu as la croix, lui dit-il, j'espère que tu vas soigner un peu ta mise. » Le soir même, Corot entend sa mère dire à son mari, à présent que le petit a eu la croix, il faudra peut-être lui donner un peu plus d'argent de poche. Le mot d'Anatole France rapporté par Brousson, la délicieuse tristesse de vivre. Érasme ne s'engageant à rien, fuyant le tumulte, les batailles d'idées trop extrêmes, échappant à l'insistance de Luther, qui tentait de le rallier à sa cause. Lors de sa visite à Rousseau, qu'il admirait, déçu, Mercier se rend compte qu'il est à demi-fou. On le voit, selon Louis Calafert, le génie sert surtout à vous apprendre la modestie, assis à la place la plus basse. Un journal, pourtant, on le tient pour faire mieux de jour en jour, pour s'accomplir. Louis Calafert puise un peu dans toutes les spiritualités pour avoir confiance en lui. Si seulement il y avait des dieux pour que cette confiance soit justifiée. Et là encore, je cite Louis Calafert, « Le mot bengali, manush, homme, implique que l'homme possède ush, le pouvoir de contempler le divin, Ananda Mohi, aux sources de la joie. Karma Sharira, corps causal, être intérieur, essentialité, âme, fixité en nous du divin. Suksma Sharira, corps subtil, esprit, pensée, intermédiaire entre bas et haut, direction, perspective. Stula Sharira, corps grossier, matière indéterminée, provisoirement isolée par la forme, support, mort. Violence de l'illumination de la connaissance, elle effraie Pierre. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Deviens qui tu es, Pindare, Pitique II. D'une certaine manière, le christianisme nous convie au « deviens qui tu n'es pas encore ». Les voies humaines dont fait état Molinos, le guide spirituel, pourraient aussi bien être qualifiées de voies dures, de passages arides. C'est là le point où nous sentons être exclusivement en union avec Dieu. Et voici enfin comment Louis Calafert conçoit son métier d'écrivain. Être un écrivain, c'est subordonner toute sa vie, pensée, sensibilité, comportement, à cette nécessité de s'exprimer, ce qui implique nombre de renoncements, de privations, morales ou matérielles, impose un certain respect de soi, attitude mentale qui n'est un peu supportable qu'à force d'énergie, dont les défaillances causent un trouble qui atteint parfois au désespoir. Je marche dans les rues, m'assieds dans des cafés, des pensées me viennent, j'ébauche des phrases, je note comme en ce moment même, j'observe, ressens, mon cerveau ne cesse de fonctionner, recevant et secrétant,
j'éprouve cet heureux bouillonnement intellectuel où presque tout ce qui nous est proposé semble pouvoir s'incorporer à l'écriture. Voilà les seuls vrais moments de bonheur. Louis Calafert, L'or et le plomb, Carnet 1968-1973. « 1968. Mardi 16 janvier. Comme chaque matin depuis quelques mois, je me suis levé de bonne heure, m'imposant cette discipline nouvelle qui correspond à un changement de certains de mes goûts. Il fait encore nuit. La lune, blanche, lumineuse, le ciel rempli d'étoiles au scintillement plus acéré qu'en été. Dans ce calme, cette pureté, j'éprouve irrésistiblement la certitude que Dieu est. Stendhal. Son goût du secret, de la dissimulation, l'angoisse de la persécution. Richesse de ces heures consacrées à la lecture, à l'étude, à la réflexion. Il me manque d'écrire. Comme au cours de chacune de mes périodes de stérilité, j'observe que se développe en moi une oppressante mélancolie, d'autant plus aiguë que par nécessité pécuniaire, je me trouve éloigné souvent de mon univers intellectuel. L'absence de sécurité financière aura gravement hypothéqué mon travail d'écrivain. Mercredi 17 janvier. Stendhal. Tout but moral, c'est-à-dire d'intérêt de l'artiste, tue tout ouvrage d'art. Que jamais, jusqu'à un certain âge que je suis incapable de déterminer, je n'ai porté de jugement de valeur sur mon entourage. Je vivais pour moi seul. Les autres ne m'apparaissaient qu'en tant que complément naturel. Quand il s'agit de carnets ou de journaux intimes, il me semble qu'il est toujours difficile d'en parler parce qu'on risque ou bien faire de l'explication de texte ou bien de paraphraser et de mal parler de ce qui a été bien écrit. C'est pas un peu votre impression ? Si, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une espèce de surexplication, effectivement. Donc il est difficile, je veux dire, de pouvoir apporter un commentaire à ce qui déjà en est un, en fait. Donc là, je vous rejoins parfaitement. C'est toujours pourquoi il est un peu délicat, je veux dire, d'essayer de se frayer un chemin dans ce type d'écrit. Cela dit, on est là pour en parler, donc je suis tout à fait disposé, je veux dire, à répondre à des questions éventuelles. Mais effectivement, il y a cette difficulté, je veux dire, de surajout, quoi, indiscutablement. Alors, nous allons parler un peu de choses plus générales, notamment, les carnets. Vos premiers carnets sont datés de 56 à 67 et ces suivants 68 à 73. Est-ce que vous avez vraiment commencé à écrire vos carnets en 56 ? Ah oui. C'est-à-dire que tout ce que vous avez écrit comme carnet a été publié. Comment ça s'est passé ? Les débuts d'abord de ce carnet. Oh, c'est-à-dire les débuts... C'était pour vous tout seul Oui. Enfin, la genèse est un petit peu plus compliquée. Je veux dire, j'avais toujours eu le désir de noter jour par jour ou à peu près. Et puis je dois dire que cette forme de notation ne me convenait pas complètement dans la mesure où ça n'était pas pour moi un acte de création. C'est simplement une espèce de constat quotidien ou à peu près. Et puis à un certain moment qui date donc de 1956, je me suis pris au jeu dans la mesure où déjà j'avais dès cette époque, je veux dire, comment dirais-je, fait un petit peu, pris un petit peu mes mesures, tout modestement, mais pris un petit peu mes mesures et ayant découvert qu'en moi, en fait, se jumelaient deux choses, c'est-à-dire le désir créateur en lui-même, des œuvres, entre guillemets,
Et puis, par ailleurs, le goût de la réflexion, de la pensée et de ce qui me concernait plus directement. Alors, à partir de cette date-là, je dois dire que d'une manière, une fois encore, enfin à peu près quotidienne, presque quotidienne, je me suis d'abord astreint à tenir ce type d'écrit. Et puis après, c'est devenu un goût. Et puis la troisième phase, c'est que c'est devenu une nécessité et que plus les années passent, je veux dire, plus le journal augmente en quantité et que les années qui suivront, les volumes qui suivront plus précisément, vont recouvrir de moins en moins d'années, attendu que ça devient vraiment une manie. Enfin, voilà grosso modo la genèse du journal. Alors là, je vois ces derniers carnets, L'Heure et le Plomb, sont donc datés de 68 à 73, et ils viennent juste simplement d'être publiés oui, c'est en 82. Oui, et pourquoi la alors publication. C'est pour prendre vous du recul pourquoi vous savez, d'abord, il y a toujours un problème de... Oui, d'abord, il y a un problème de recul, ça, de toute façon. Même d'une certaine manière, si on veut, c'est peut-être un peu tôt pour publier ce type de choses. Mais enfin, bon, cela dit, j'ai la cinquantaine et je pensais qu'il valait mieux faire ça de mon vivant qu'après. Deuxième problème, c'est le problème évidemment de l'édition, qui pose évidemment un problème par rapport à un public. On sait fort bien que ce genre d'ouvrage n'atteint pas un public très vaste, ce qui est d'ailleurs regrettable, qui se développe d'ailleurs, il faut le dire. Je crois qu'il se développe. Je pense en plus que pour vous, ça se développe aussi à mesure que l'écrivain est connu par ailleurs. Oui. Très certainement. Oui, enfin, pas sûr, non? Non, ça, j'en suis pas certain. Je pense que en ce qui me concerne, le public que j'ai et le mien, je veux dire, il est grosso modo invariable. Donc, je ne pense pas que, et moins encore ce type d'ouvrage, je veux dire, est susceptible d'attirer un nouveau public. Enfin, Et puis par ailleurs, ça n'est pas non plus mon objet, je dois dire. Donc en fait, non, les choses se passent comme ça. Et maintenant, bon, il est prévu que tous les ans et demi ou tous les 2 ans paraît un volume. Donc les choses sont faites et j'en suis bien heureux d'ailleurs parce que je veux dire cette somme de réflexion, elle a l'importance qu'elle a. J'ose croire qu'elle en a par endroit une petite, et si ça peut intéresser quelques personnes disséminées, je veux dire, c'est au fond mon objectif. Voilà. Et là, quand c'est publié comme en ce moment, vous relisez, Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, même en ce qui concerne... Pas de tentation de recorriger des choses, ça reste non, plus tard peut-être, je veux dire. Mais de toute façon, non. J'ai ménagé autant que possible. Cela dit, il y a évidemment les interventions du point de vue d'une rectification, enfin très, très secondaire, très marginale. Mais je tiens à laisser, je veux dire, le premier jet finalement, parce que si émotion il y a, elle y est. Si elle n'y est pas, je veux dire, essayer de la surajouter, ça serait complètement inutile. Donc en fait, c'est vraiment un premier jet qui est donné, compte tenu de petites révisions, je veux dire, mais qui touche vraiment, qui est un problème purement technique, mais qui ne touche pas le fond de la chose. Mardi 27 février. Cohésion, un moment nécessaire de l'individu et du collectif. Le succès est sans nuance, alors que dans ses causes et ses résonances, l'insuccès se propose de façon bien autrement subtile. Cherchant des papiers dans le tiroir de ma table, j'ai mis la main sur un carnet de poche ayant appartenu à mon père, où brièvement il a relaté les premières journées de son expatriation, quittant son village natal de Montenard à la frontière autrichienne, traversant en train l'Italie à destination de Paris. Une émotion mélancolique m'a saisi en feuilletant ce calepin sali, jauni. Quelques mots sur du papier quadrillé. Seule trace de la vie d'un homme mort depuis 28 ans, qui n'est plus même poussière, comme si jamais il n'avait été. Comment échapper à la pensée de la mort, passer outre, faire semblant de ne pas savoir que tout de nous-mêmes y aboutit? Comment prendre au sérieux nos vaines agitations? Il est vrai que nous écrivons aussi contre la mort, dans l'espoir de laisser après nous l'ombre de notre personne. Mercredi 28 février.
admirable théâtre de Tchekhov. Ce désespoir de personnages intérieurement délabrés, l'esprit en lente décomposition, cet échec des sentiments, cette amertume latente, cette latente misanthropie, cet amour nostalgique pour la vie qui fait que l'excès de conscience qu'on en a la rend inacceptable, le cynisme, la désinvolture, la haine sourde, ces caractères de femme dolente, sensible, sacrifiée. Bientôt 40 ans. Parfois j'ai le sentiment d'être plus jeune de beaucoup, mais ordinairement je me sens vieux et las. En moi, un désenchantement qui ne s'estompe un peu qu'à la pensée d'écrire quelque chose de réussi que pour l'instant je n'écris pas. Faut-il admirer ceux qui ont à vivre une forte énergie, qui se gardent de s'interroger sur eux-mêmes et le sens de leur vie, se satisfaisant d'exister, de jouir des plaisirs qu'ils peuvent à bon compte obtenir. Hauts sans profondeur, nul trouble ne les agite. Qu'y a-t-il en eux d'admirable, sinon leur formidable santé? Vendredi 1er mars, suite Florentine. Librairie d'Anciens. Achetez le petit volume des lettres de Joubert à Madame de Vintimille, parfaitement préfacé par André Bonnier, ainsi que pour la reliure l'édition Lemaire des lettres de Montmoulin que je possède déjà, mais sans le portrait frontispice de Daudet. Samedi 2 mars. Mars déjà. Et rien de mes projets successifs n'est encore ébauché, ni même très clair dans mon esprit, qui ne s'échauffe que le temps d'une journée. Le vif désir d'écrire subsiste sans se développer en aucun sens. Je n'ignore certes pas que dans ces carnets j'ai fort peu noté sur l'époque, mais que se passe-t-il qui ne se soit de tout temps passé? Progrès mécanique, scientifique. Pour le reste, le monde va son train, avec ses injustices, sa pauvreté, ses désolations, ses guerres. Aussi longtemps que nous ne sommes pas affrontés à l'événement, pouvons-nous savoir ce qu'il est? Dimanche 3 mars. Très jeune, j'ai interprété le fait d'écrire comme une vocation. Plus j'avance en âge, plus s'accroît mon respect de cet art. À 14 ans, j'ai su que je serais un écrivain. Depuis, je n'ai plus eu en vue que ce but. Mon travail est exclusivement le reflet de moi-même et nulle considération étrangère n'a pesé sur lui en quelque sens que ce soit. Sans doute y a-t-il discordance, contradiction même, entre le moi religieux et le moi social exprimé dans mes notes, mais l'imposture eût consisté à modifier l'un au profit de l'autre, afin de produire une artificielle unité. Là, je vais vous citer, vous dites à un moment « Tout m'enchante dans le fait d'écrire, le bruit de la plume sur le papier, etc. » Et vous revenez souvent sur cet enchantement de l'écriture. C'est vraiment votre vie, ça. C'est ma passion. Si je n'avais pas eu cette passion, je ne sais pas quelle autre j'aurais eu, mais celle-ci, c'est ma passion, d'une part, et puis par ailleurs, avec les années, enfin avec le temps, on s'aperçoit de l'extrême difficulté qu'il y a vraiment à pouvoir s'exprimer au plus près. Je veux dire, quand on est jeune, les choses sont beaucoup plus faciles, parce qu'on est beaucoup plus ignorant. On se laisse aller à des choses qui ont leur intérêt aussi, bien sûr, une espèce de spontanéité qui n'est pas sans intérêt, loin de là, mais je dois dire que le respect qu'on acquiert, si on est honnête, enfin, qu'on acquiert à cette, je n'ose pas dire ce métier, mais enfin, à cette profession, enfin, à cette passion, je pense que le mot convient, s'augmente d'autant plus du fait qu'on s'aperçoit que on est toujours en train de découvrir, même techniquement parlant, qu'il est difficile d'être ce qu'on appelle un écrivain. Difficile au moment où on écrit, difficile avant, difficile tous les jours, parce que effectivement la citation qui a été faite précédemment en ce qui concerne
le fait que être un écrivain, c'est effectivement subordonner toute son existence à cette passion. Ça crée des implications qui sont pas toujours faciles, pas toujours commodes. Cela dit, c'est enthousiasmant aussi, et quand on a écrit une bonne page, enfin, on est content à la manière, enfin moi, en ce qui me concerne, on est content à la manière de l'artisan, qui a bien réussi quelque chose, qui est très content, et puis, cela dit, au fur et à mesure des années, il y a des connaissances qui s'accumulent. On essaie évidemment de prendre pour exemple les meilleurs, tout humblement d'ailleurs, parce que une fois encore, c'est extrêmement difficile. Et j'ai pour la littérature une espèce de respect qui n'est d'ailleurs plus de cette époque, et je le déplore vivement. Enfin, je pense que néanmoins, il y aura toujours quelques hommes passionnés, respectueux, comme moi. Je ne suis pas un cas unique, j'imagine, et qui sauveront la littérature, car c'est à mes yeux un art sacré. Je veux dire, je trouve qu'on a tort de galvauder un peu ce don, finalement, ce don d'expression que beaucoup envient, je veux dire, et qui auraient le désir de s'exprimer, qui ne le peuvent pas, bien souvent. Alors, quand on a ce petit don du ciel, je veux dire, je pense qu'on doit, avec dignité, le respecter tout bêtement, sans aucune prétention, mais le respecter. Comme lecteur, d'ailleurs, il semble que vous soyez plus attaché également aux journaux intimes, aux carnets, qu'aux romans, qui vous semblent plus le roman, accessoires. Enfin, j'ai beaucoup lu de romans, je veux dire, dans ma jeunesse. Il y a une époque où on lit bien sûr beaucoup de romans, et puis on en revient un petit peu. Je suis un lecteur infatigable. Cela dit, je pense que le roman, en tant que forme, est un petit peu périmé. Dans la mesure où... me semble-t-il, enfin, il peut y avoir évidemment une nouvelle ouverture. Je veux dire, personnellement, moi, je vois pas laquelle, mais elle peut exister, c'est évident. Je pense que cette forme est périmée dans la mesure où il y a eu, je veux dire, toute la ligne romanesque, et puis il y a eu la fresque proustienne, je veux dire, à la fin du 19, enfin début 20e, enfin, qui a fermé cette espèce d'élan romanesque. Et nous assistons depuis à mains efforts dispersés, il y a eu le nouveau roman, etc. Bon. Mais qui sont néanmoins des sortes d'adjuvants qui n'apportent pas un remède à ce qu'il est possible qu'on puisse encore chercher. Mais en fait, dans l'état actuel du roman, enfin, on a l'impression quand même qu'on a affaire à des ressucés de la fin du 19e. Donc, personnellement, moi, je n'en vois pas l'intérêt. Cela dit, il est évident que le goût d'enchanter, le goût de charmer, le goût d'entrer dans une histoire, le goût de créer des personnages, enfin d'aménager une fiction, est évidemment séduisant pour l'esprit, indiscutablement. Alors là, je crois qu'il y a un problème plus de forme que de fond. Je pense que dans notre deuxième partie, fin de notre siècle, la peinture, par exemple, a trouvé une forme nouvelle. Bon, on adhère pas, mais enfin, elle a trouvé une forme nouvelle, elle a su s'exprimer différemment. La musique, ça me paraît un peu tâtonnant. Quant au livre lui-même, enfin au roman lui-même, on a l'impression qu'il traîne comme ça. Alors, personnellement, je dois dire que je ne suis pas fort intéressé à cette forme, voilà. Maintenant, peut-être y aura-t-il, je le souhaite vivement, je veux dire, quelqu'un, enfin, de jeunes écrivains qui peuvent, je sais pas, enfin, rénover la forme, mais oui. Vous citez souvent Stendhal. Ah, ça, c'est mon chéri. Avec des réserves. Oui, avec des réserves de temps en temps. Oui, avec des réserves, parce qu'il y a quelque chose chez cet homme qui, quelquefois, m'attriste d'ailleurs, parce que cette intelligence qui était vraiment, enfin, une vive intelligence, cette désinvolture, ce don fabuleux de décrire les choses si vivement, s'empêtre quelquefois dans des vanités, je veux dire, qui me semblent tout à fait, enfin, indignes d'une intelligence telle que la sienne. Cela dit, ça l'homme reste... n'est pas toujours à la hauteur de l'écrivain. Et quelquefois, oui, on juge les autres et soi-même. Oui. Lundi 6 mai.
délaisser ce carnet au profit de la peinture qui, la semaine durant, m'a occupé avec frénésie. Douceur de l'idée de Dieu. Depuis quelques mois, je me lève chaque jour à 6 heures et m'installe dans notre cuisine où j'écris campagne. Aujourd'hui, orage, temps noir. Splendide, les tulipes souffrent du vent et de la pluie. Il me vient une pitié scandalisée pour cette beauté malmenée. Bonheur que d'être là, assis à la table, des livres autour de moi. Dehors, les arbres, leurs branches agitées, les tuiles rondes du mur de clôture d'un rose brun sous la pluie. Je ne sais pourquoi j'y repense. Il y a quelques années, il faisait un temps semblable le jour de mon retour de Tunisie. Comme alors me parut belle l'herbe haute du jardin en comparaison de la rudesse du paysage africain. Dans le train qui me ramenait de Marseille, j'ai ressenti combien dans ces paysages la France est toute de nuances, et j'ai aimé cette terre pour sa mélancolique douceur. Violente manifestation d'étudiants à Paris. Sollicitée par le recteur de l'université, la police est intervenue à la Sorbonne. L'écriture est par excellence l'art de la gravité de l'homme. Nul autre n'atteint à sa profondeur, à sa complexité. C'est qu'en même temps qu'à la sensibilité, il s'adresse à l'intelligence. Comparativement, la peinture semble extérieure, destinée à l'écorce de l'esprit, quand elle l'est à son noyau. Quelque tentation qu'on ait parfois de la justifier, il faut systématiquement réprouver la violence qui ne propose de solution durable à rien. N'est-il pas affligeant que notre époque se révèle incapable de traiter de ses problèmes autrement que par son intermédiaire, ainsi qu'on le voit aujourd'hui que les étudiants parisiens manifestent, s'affrontent à la police, vont jusqu'à l'émeute. Cette effervescence, à l'origine d'une poignée d'étudiants, en 2 jours a fait tache d'huile. À présent, par milliers a occupé la rue. Des revendications si particulières, si limitées, devraient-elles aboutir au désordre public ? Cet ennui qui envahit le monde moderne possède une signification métaphysique et religieuse infinie. Denis de Rougemont, journal d'une époque. Mardi 7 mai. Environ 600 blessés hier à Paris. Je n'ai pas le goût de noter davantage sur cette affaire qui doit avoir ce soir son prolongement au cours d'une nouvelle manifestation. Mercredi 8 mai. Le rang subalterne qu'on occupe dans la société serait sans doute supportable, n'est-elle l'isolement moral qui l'accompagne. Voici où, entre autres, l'esprit chrétien fait défaut, que nul ne soit considéré dans sa seule qualité d'homme. Il n'est que trop évident que le concept quantitatif régissant aujourd'hui le cours de l'histoire s'oppose au christianisme qui, en vue d'atteindre au perfectionnement, est avant tout attention à la personne et attention de la personne à elle-même. Jeudi 9 mai. Pendant ces journées de troubles, nul n'a envisagé au fond le problème de la jeunesse dans notre société. Il ne s'est agi d'abord que de déclencher une agitation, puis de montrer sa force dans la rue. Pour quelqu'un de mon espèce, la difficulté consiste à échapper à la pression quotidienne d'un poids propre à contraindre l'esprit dans son développement créateur. Il importe que l'artiste ait soin de se désolidariser. Ce n'est qu'en se distinguant qu'il est indispensable aux sociétés. Important déploiement de forces de police dans Lyon, notamment aux abords de la préfecture. Leur présence crée un climat de désagréable tension. Je vous cite encore. Vous dites, dans ces carnets, j'ai fort peu noté sur l'époque, mais que se passe-t-il qui ne se soit de tout temps passé ? Parce que finalement, oui, ça commence en 68, vous y faites allusion, vous racontez un peu, mais enfin, on vous sent un peu quand même hors des événements. Je l'étais physiquement. Je veux dire, nous habitions la campagne.
à 25 km de Lyon. Et mon constat, ou ce qu'il vaut, c'est le constat qu'a pu faire n'importe quel habitant de la campagne lyonnaise à l'époque. Je veux dire, c'est-à-dire dans un calme parfait, dans une sérénité parfaite. Et je dois dire que ce décalage qui se produisait entre le fait d'entendre des informations à la radio et des informations qui étaient tout de même alarmantes, et ce calme bucolique qui avait eu lieu à la campagne, je veux dire, il y avait un tel décalage que c'était assez angoissiel d'ailleurs, en se disant, mais enfin, quelle folie se passe d'un côté, sans option politique aucune, mais quelle folie se passe d'un côté et quel calme ailleurs. On se demandait vraiment, ce sont des réseaux coupés en deux. Alors ça m'a beaucoup inquiété. J'ai pensé que néanmoins, puisque je ressentais, je veux dire, cette secousse en tant qu'impuissance totale dans une campagne lointaine, je pensais qu'il fallait tenir le constat à peu près quotidien de ce que moi je ressentais, mais qui n'a qu'une valeur, alors vraiment tout à fait de document. C'est presque le point de vue de Sirius. Enfin bon, ce qu'on m'a beaucoup reproché d'ailleurs. Oui, on me l'a reproché, même amèrement. Je dois dire que n'ayant pas participé physiquement, personnellement aux événements, je ne me serais pas autorisé, je ne me serais pas reconnu le droit, je veux dire, d'élaborer des théories, quelles qu'elles fussent, enfin, sur une situation qui était en elle-même grave et significative. Je pense que ça aurait été une sorte d'imposture. Alors j'ai livré mon témoignage, qui n'est pas le témoignage par rapport à des événements, mais le témoignage d'une fraction d'époque, telle que je l'ai vécue, c'est-à-dire lointainement. Voilà. « 1971. Mardi 6 avril. Chaque fois que par une lecture j'apprends quelque chose des caractères de Goethe et d'Hugo, c'est un trait déplaisant. Dans le journal de Green, piètre figure que fait Goethe devant les Français de 1806. Il pleure d'effroi, sa platitude, son abaissement. La lettre qu'il écrit au grand chancelier quand il reçoit la Légion d'honneur, je ne le croyais pas aussi banal. Son mot en apprenant la mort de son fils, c'est affreux, pensons à autre chose. Et il passe une agréable soirée. Victor Hugo. Pendant les repas, grand-papa Solaire, croyant s'apercevoir qu'on ne le regardait pas assez, frappait sur la table comme pour réclamer le silence et prendre la parole. Mais il ne disait rien. On levait la tête, on le fixait des yeux. C'était ce qu'il voulait. Quant à ces innombrables bassesses de caractère, il faut voir là-dessus Viel-Castel. Nous ne sommes que des prétextes. Le monastère, ou du moins l'isolement ininterrompu, propice à la prière. Tu m'as appelé et je suis resté sourd. Et lorsque je t'appelle du fond de ma détresse, je voudrais que tu répondes aussitôt, car sans ton secours, je suis comme sacrifié. Si c'est exact, ce qu'écrit Julien Green, j'en ai eu moi-même tant de preuves, que toutes les prières sont exaucées. Comment consacrons-nous à autre chose qu'à cette voix ? Mercredi 7 avril. Observation d'une grande justesse de Walpole, que je relève dans la préface de l'abbé Maurice Morel aux Méditations religieuses de Max Jacob. Le monde est une comédie pour celui qui pense, une tragédie pour celui qui sent. Il me manque la présence de la nature. 10 fois par jour, je rêve d'un endroit isolé de campagne ou consacré à la prière, à la méditation. Et ce n'est pas là rien que sentimentalisme. Simone Weil dit quelque part un mot à ce propos. Il y a un personnage qui tient une grande place dans votre livre, un personnage, si j'ose dire, c'est Dieu.
Oui, oui. Et vous faites une citation de Simone Veil qui, je crois, résume tout. Pour moi, il ne dépend pas de nous de croire en Dieu. Je crois que ça résume toute la question. C'est vraiment, oui, toute la question résumée. Là, vous êtes très préoccupé tout de même par les questions d'ordre métaphysique. Ah oui, oui, c'est l'une des... Parce que si on compte le nombre de pages qui s'y rapportent, il y en a beaucoup Bien sûr, dans les carnets. C'est peut-être un peu fastidieux pour le lecteur, mais enfin c'est mon interrogation personnelle et je dois dire que c'est l'une de mes essentialités. Parce que je n'imagine pas que... Enfin, je ne peux même pas imaginer, même pas concevoir, je veux dire que nous n'ayons pas... que nous soyons dénués de sens en tant que personne, c'est-à-dire une durée forcément très limitée, enfin dans le temps, et à l'issue de ça, une espèce de disparition, c'est-à-dire le brisement d'une chaîne tout à fait chaotique. Or, je m'aperçois que par ailleurs, je veux dire ce qu'on appelle la création, enfin la totalité, est parfaitement cohérente, me semble-t-il, avec ses failles, avec tout, enfin, avec ce qui constitue un équilibre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est quand même un fait. Alors je pense qu'à l'intérieur de cet équilibre, nous en sommes un nous-mêmes, et il me paraît, je suis toujours en question, je veux dire, je suis affirmatif sur rien, il me paraît tout de même que nous ne sommes pas que des passagers sans autre signification que celle que nous pourrions traduire par nos activités ou par nos sentiments, enfin par tout ce qui nous anime. Je pense que nous avons droit à une espèce d'éternité, mais pour moi l'éternité, je veux dire, c'est aujourd'hui aussi. Ça n'est pas une éternité à venir. Je pense que nous sommes dans un temps global, que notre interprétation du temps, car en fait c'est le gros problème, car notre interprétation du temps est celle que nous nous donnons, c'est-à-dire en fait un temps chronologique, et qui à l'examen ne tient pas, attendu qu'il y a derrière nous, ou devant nous, enfin tout le peuple des morts, qui est innombrable, dont notre vue chronologique fait que d'une certaine manière nous oublions cet immense peuple des morts. Et dans une certaine mesure, est-ce que le peuple des morts, ça n'est pas nous? Alors je pense que là, il y a tout de même des questions qui valent d'être débattues en soi-même, en tout cas être mises en question. Il ne s'agit même pas de trouver des réponses, au fond. Par ailleurs, vous citiez la phrase de Simone Veil, je veux dire qu'elle est allée directement, il y avait une expérimentation, c'est pourquoi j'ai une grande admiration pour cette femme, qui est malheureusement d'ailleurs assez méconnue aujourd'hui. D'abord, c'est un très grand écrivain, cela dit, c'est une femme très remarquable à tous égards. Et je pense que son expérimentation personnelle, elle l'a traduite par ailleurs 1000 fois, mais elle l'a traduite là par une phrase, je veux dire, qui effectivement, comme vous l'avez mentionné, résume tout. Il ne dépend pas de nous de croire en Dieu, effectivement. Je pense qu'il y a là une sorte d'inspiration qui fait que on a ou on n'a pas des contacts avec une totalité qu'on peut appeler divine ou pas. Je crois que la terminologie nous gêne beaucoup, là. Le catholicisme a peut-être trop introduit à certains moments des barrières verbales sur lesquelles se sont édifiées des théories qui divisent les individus et qui, en fait, je crois que les questions sont beaucoup plus simples que ça. Je pense que les uns et les autres, qui que nous soyons, nous finissons par nous apercevoir bien souvent de notre impuissance et que nous avons besoin d'un recours en quelque chose. Est-ce une illusion? Est-ce que les hommes créent Dieu ou le contraire? Bon, je n'y répondrai pas, personne n'y répondra jamais. Mais je pense qu'il est heureux néanmoins de sentir que nous ne sommes pas des individus isolés, que nous appartenons tout de même à un ensemble, à une totalité. Et je pense que c'est pas une soumission, je pense que c'est très rassurant. Et que c'est peut-être l'une des parties de notre grandeur. Voilà tout ce que je peux dire à ce propos, simplement, sans entrer dans des détails qui seraient fastidieux.